Vous savez ce qui est cool avec la série Un portefeuille presque parfait? C'est qu'on voit l'édifice se construire pas à pas. C'est un petit peu comme pour une maquette ou une construction en Lego. On prend autant de plaisir au montage qu'au moment final où l'on peut admirer le résultat. Et personnellement, je n'ai pas le même feeling lorsque je monte un meuble Ikea. Mais je m'égare. Aujourd'hui, nous allons continuer la construction du portefeuille du Cube en s'intéressant au secteur de la santé qui a montré sa résilience, notamment avec la crise Covid. Donc, comme d'habitude, nous allons explorer 5 valeurs boursières de qualité avant d'en choisir une à intégrer dans le portefeuille. Et puis, on en profitera pour faire le point sur la situation avec notamment un premier petit cap franchi. Du coup, on y va? Allez, on y va! Sur les marchés actions, la crise économique et financière liée au Covid n'a pas affecté tous les titres de manière égale. Certains secteurs ont montré leur faiblesse, quand d'autres ont surpris par leur résilience. La thématique de la santé fait partie des gagnants et s'érige comme l'un des secteurs les plus résilients de l'investissement boursier du point de vue mondial. Bonjour à tous, vous êtes sur un 1, 2, 3 richesses, je suis La Voix, et avec mon ami le Cube. Bonjour tout le monde! Nous allons continuer aujourd'hui le développement du portefeuille de la chaîne avec le secteur santé, qui pourrait se révéler être à la fois un volet défensif tout en offrant des opportunités de croissance importantes. Actuellement, son marché s'élève à près de 6200 milliards de dollars, ce qui correspond à environ 9,4% du PIB mondial. Vous comprenez les perspectives qu'il offre ? Et surtout qu'il profite du phénomène de l'augmentation et du vieillissement de la population mondiale, inévitablement lié à l'accroissement des dépenses de santé. De plus, l'augmentation de la population et du niveau de vie dans les pays émergents est l'autre opportunité macroéconomique dont il va bénéficier. Effectivement, selon l'Organisation mondiale de la santé, la proportion des plus de 60 ans aura doublé d'ici 2050, pour passer d'environ 11% à 22% de la population mondiale. Or, en général, les dépenses médicales doublent entre 40 et 60 ans. Autant dire que l'augmentation du nombre de personnes âgées à l'échelle planétaire favorisera naturellement la demande et le développement du secteur. Aux évolutions démographiques s'ajoute une dynamique sociétale, l'amélioration du niveau de vie. Dans les pays émergents, l'essor des classes moyennes et la mise en place de systèmes de santé devraient faire fleurir de nouveaux gisements de croissance. Par exemple, le marché pharmaceutique mondial, qui a déjà connu une augmentation de 312% en 20 ans, devrait croître de 3 à 6% par an sur les 5 prochaines années. Cependant, tous ces sous-segments ne se comporteront pas forcément de la même manière. De plus, les réglementations gouvernementales et les grands changements politiques peuvent favoriser ou nuire aux sociétés du secteur. Ce sont donc des facteurs auxquels vous devez penser si vous voulez investir dans le domaine de la santé. Surtout qu'il s'agit d'un des secteurs les plus vastes et les plus complexes qui soient. Globalement, il peut être réparti en 4 domaines d'investissement. Les actions médicales et pharmaceutiques, qui comprend aussi les laboratoires de génériques, les actions de la biotech et sciences du vivant, les actions de la medtech avec les dispositifs et matériels médicaux, enfin, les actions de santé basées sur les services comme les cliniques ou les entreprises qui fournissent des logiciels pour les pharmacies par exemple. Et l'innovation est aussi un des moteurs du secteur. Ainsi, la télémédecine devrait atteindre 200 milliards de dollars d'ici 2027 contre 75 milliards en 2022. Et comme les budgets de recherche et développement constituent autant de barrières à l'entrée, le secteur santé est ainsi capable de protéger les marges bénéficiaires. Une aubaine pour les investisseurs qui peuvent ainsi trouver un couple risque-rendement très favorable. Bon, après cette longue mais nécessaire introduction, il est temps de voir les 5 valeurs sélectionnées pour notre panel. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Merci. Commençons avec le sous-secteur médical et pharmaceutique par le biais de Sanofi, société française effectuant de la recherche, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de solutions thérapeutiques aux États-Unis, en Europe et à l'international. Elle opère à travers 3 segments, produits pharmaceutiques,
vaccins et soins de santé grand public, mais dont elle pourrait se séparer pour ne conserver que les deux premiers. Même si elle fait face à des concurrents de taille très importante, comme Pfizer, AbbVie ou Johnson & Johnson, elle est quand même la 9e plus grosse entreprise mondiale en termes de chiffre d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, et la 7e en termes de revenus nets. Au niveau de ses résultats, Sanofi est une entreprise très solide, car même si la croissance de son chiffre d'affaires reste relativement faible et lente, 4,6% sur les 5 dernières années, elle connaît une augmentation de son résultat net et de ses marges très forte, même si celle-ci reste dans le même temps assez irrégulière. Au niveau de sa dette, par contre, aucun problème. On est face à une entreprise qui est faiblement endettée et qui peut rembourser sa dette avec les intérêts sans aucun souci. L'ensemble lui permettant d'avoir un très bel avantage financier. Après, malgré ses bons résultats, Sanofi a décroché plusieurs fois en bourse, entraînant une crainte des investisseurs. En effet, elle a annoncé vouloir muscler ses investissements, quitte à sacrifier une partie des objectifs de rentabilité du groupe sur les prochaines années. Ce qui, mais ce n'est que mon avis, pourrait permettre d'acheter une bonne entreprise à un prix très intéressant. Passons à la biotech maintenant, avec un nom que tout le monde connaît depuis la crise Covid, Moderna. La société américaine développe des produits thérapeutiques et des vaccins à base d'ARN messager pour le traitement des maladies infectieuses, de l'immuno-oncologie, des maladies rares, des maladies cardiovasculaires et des maladies auto-immunes. Pour les indicateurs de résultats, ils sont en complète contradiction les uns avec les autres. Le chiffre d'affaires connaît une croissance très forte sur les 5 dernières années de plus 155%, mais dans le même temps, tout ce qui est bénéfices et marge est complètement dans le rouge. On a donc une entreprise qui accumule les pertes. Eh bien, ces chiffres sont tout simplement dus au fait que Moderna a bénéficié d'une explosion de ses résultats suite aux ventes des vaccins anti-Covid. Maintenant que la crise est passée, elle repart directement dans l'autre sens. C'est un peu le retour de bâton d'un succès éphémère. Et même si sa dette semble saine et bien gérée, elle reste une société aux fondamentaux bancals. J'ai remarqué que tu mettais souvent un canard boiteux dans les élections. C'est volontaire ? Complètement. D'une part parce que ça permet d'apprendre certaines petites choses sur l'interprétation des ratios financiers, et d'autre part parce qu'une action comme Moderna peut intéresser ceux qui sont prêts à faire de la spéculation, car son cours peut énormément fluctuer. Personnellement, je ne suis pas dans cette optique, mais pour ceux que ça intéresse, Moderna est une valeur à éplucher en profondeur. Enfin, si vous êtes plus en mode trading court terme et que vous êtes prêt à prendre de gros risques. Troisième sous-secteur du grand ensemble de la santé, celui des medtech, avec Essilor Luxottica, société anonyme française qui conçoit, fabrique et distribue des verres ophtalmiques, des montures et des lunettes de soleil à l'international. Déjà, il est intéressant de noter que l'entreprise, malgré son grand âge, puisque la société d'origine a été fondée en 1849, peut être catégorisée, selon la typologie de Peter Lynch, dans les croissances rapides. C'est vrai que c'est suffisamment rare pour le préciser. Au niveau des indicateurs de résultats, ils sont d'ailleurs plutôt bons, notamment grâce à son chiffre d'affaires qui connaît une croissance forte, 26,7%. Son résultat net a repris sa croissance après une très mauvaise année 2020, mais qu'il a été pour de nombreuses entités de toute façon. Même si, malgré une marge brute de 61,9%, elle n'a pas d'avantage financier, on est à ce stade sur une belle société, avec un rendement de seulement 1,78%, certes, mais qui augmente son dividende de 11% par an. Par contre, elle pêche un peu sur sa dette. En effet, même si celle-ci reste faible et semble bien gérée, le current ratio et le ratio debt to income indiquent qu'elle peut avoir des problèmes de liquidité pour la rembourser. Donc là, on a quelques signes préoccupants à surveiller. Par contre, la couverture des intérêts est forte. Donc, des éléments à suivre de près ou à analyser plus en profondeur pour connaître les raisons de cette faiblesse. Bon, je saute du coq à l'âne, mais puisque vous êtes encore là, pourquoi ne pas faire une petite pause et en profiter pour mettre un pouce en l'air ainsi qu'un commentaire d'encouragement. Un grand merci. Dans le sous-secteur des services de santé, tournons-nous vers Clinica Baviera qui,
contrairement à son nom, n'est pas une entreprise allemande, mais bien espagnole. Elle intervient dans le diagnostic, le traitement et le suivi de différents types de troubles ophtalmologiques en exploitant un réseau de cliniques dédiées. En ce qui concerne les indicateurs de résultats, c'est simple, tous les voyants sont plus qu'au vert. Son chiffre d'affaires et son résultat net connaissent des croissances respectives de 14,7% et de 24,7% en moyenne sur les 5 dernières années. EBITDA et EBIT sont positifs et forts, donc en gros, chiffre d'affaires et bénéfices augmentent régulièrement, que du bonheur. Au niveau de sa dette, là aussi, on est clairement face à une entreprise très bien administrée. Globalement, sa dette est en baisse et elle est mieux gérée que la concurrence du même secteur. Devant l'excellence de ses résultats, le seul petit point noir est son current ratio qui est dans la moyenne au lieu d'être au-dessus du panier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Du coup, on est en présence d'un magnifique avantage concurrentiel financier avec une marge brute supérieure aux 35% nécessaires, une marge d'exploitation supérieure à 15% et un ratio de charge d'intérêt bien inférieur aux 15% demandés. Et si on ajoute à ça un rendement de 5,94% actuellement, car l'action est sous-évaluée, et malgré une coupure de dividendes en 2020, on se retrouve devant une valeur qui peut allier rendement et croissance. Dernière valeur de notre panel santé, avec une société qui évolue à la fois dans le domaine pharmaceutique, celui de la science du vivant et la chimie. Bayer, qui est surtout connue pour être l'entreprise ayant racheté Monsanto. Décision sans doute à l'origine de la situation compliquée qu'elle connaît aujourd'hui. Effectivement, même si l'entreprise a fait disparaître purement et simplement le nom Monsanto du fait de son image défavorable, elle se retrouve avec de nombreux procès et polémiques sur les bras. La question étant de savoir si, au-delà de ces aspects, la valeur vaut le coup ou pas. Eh bien, déjà, on est devant une entreprise dont les résultats n'ont rien d'exceptionnel. Ou, en tout cas, on pourrait s'attendre à mieux de la part d'une société classée 6e mondiale quant à la capitalisation boursière dans le secteur de la chimie. On a une croissance du chiffre d'affaires faible qui, mis en parallèle avec une baisse du résultat net, nous donne une entreprise qui devrait être une valeur de croissance, mais qui montre des signes d'affaiblissement. Parallèlement, l'entreprise est fortement endettée, mais ne semble pas avoir de soucis pour rembourser ses dettes, autant celles à court terme que celles à long terme. Par contre, elle peut connaître des difficultés pour régler les intérêts de celle-ci. Ce qui peut signifier des problèmes de trésorerie. Bayer est donc dans une situation préoccupante. Alors, soyons clairs, l'activité ne va pas s'arrêter. Mais si vous voulez y investir, du fait qu'elle est actuellement sous-évaluée et qu'elle propose du coup un rendement de 7,54% qu'elle peut tout à fait soutenir, il vous faudra fouiller en profondeur pour savoir où elle en est de ses procès, quel impact ils peuvent avoir sur le futur, quel brevet intéressant l'entreprise possède encore. Bref, vous penchez un peu plus sur la partie qualitative. Même si ce que l'on achète, ce sont les résultats présents, pas de possibles résultats futurs. Tout à fait exact. Ah, et pour l'anecdote, j'ai détenu Bayer pendant quelques années et elle m'a toujours déçu. J'ai fini par la revendre en faisant même une plus-value. Là, en me replongeant dans le dossier, je ne regrette absolument pas ma décision. Bon, maintenant on va voir quelle valeur on va intégrer au portefeuille. D'ailleurs, vous avez le droit de faire un pronostic. Et si vous vous trompez, personne ne le saura. C'est fait ? Allez, c'est l'heure du choix. Dans notre stratégie, nous cherchons d'abord à créer un flux de revenus à peu près stable, servant d'assise au portefeuille. Le cube ayant une capacité d'épargne très faible, ce flux permet également d'augmenter sa capacité d'investissement et ainsi créer une inertie rapide pour notre effet boule de neige. En d'autres termes, comme j'investis sur la base d'un montant fixe, je dois attendre le cumul d'épargne pour pouvoir réaliser un nouvel investissement. En ajoutant les dividendes perçus, le temps entre deux investissements se réduit de plus en plus. Comme nous visons le long terme et que nous essayons de choisir des entreprises solides et avec de bons fondamentaux, les variations de cours ne nous touchent guère. De plus, lorsque ces valeurs sont à la baisse, cela nous permet éventuellement de renforcer certaines lignes. Et il faut bien reconnaître que les ajustements réalisés ont porté leurs fruits. Effectivement, le portefeuille se porte très bien, avec 13% de valorisation,
ce qui en moins d'un an d'investissement est plus que pas mal, et un rendement de 5,66%. Nous allons donc pouvoir intégrer le secteur de la santé dans notre allocation. Alors, pour le choix, je pense que ça va être plus facile que d'habitude. Déjà, je peux éliminer le canard boiteux de la sélection Moderna. Évidemment, je pourrais être tenté par Bayer du fait de son dividende important, mais l'entreprise montre actuellement trop de signes de faiblesse pour y investir sereinement. Et tu as bien raison. Même si nous sommes sur une stratégie gros rendement, le dividende ne doit jamais être le premier critère de choix. Il sert seulement de cadre. Dans la gamme des valeurs à plus de 5% de rendement, nous essayons de trouver les entreprises les plus solides. Et d'ailleurs, même si Essilor présente d'assez bons résultats, Sanofi et Clinica Baviera ont des fondamentaux beaucoup plus solides, voire même plutôt exceptionnels pour la société espagnole, et des rendements plus importants. Du coup, j'ai bien envie de refaire le même coup que pour le secteur énergie. C'est-à-dire prendre 2 valeurs dans le secteur au lieu d'une. Ça peut être une bonne solution. Clinica Baviera a de très bons fondamentaux, mais reste une petite capitalisation, pouvant donc entraîner des problèmes de liquidité de l'investissement. Du coup, on peut atténuer ce risque en investissant également dans Sanofi et donc dans une entreprise plus mature. Bon, du coup, c'est parti, on intègre les deux. Parfait. Le portefeuille comporte donc maintenant 5 secteurs représentant 20% du capital chacun, avec 7 valeurs au total. Alors, on est un peu surpondéré en actions françaises, mais cela s'équilibrera avec le temps et l'ajout de nouveaux secteurs. Ce que l'on fera avec la prochaine vidéo de cette série, lorsque j'aurai cumulé suffisamment de liquidités. Ah, et en début de vidéo, je vous ai dit qu'un premier cap avait été franchi dans la stratégie. Eh bien, en moyenne, le montant des dividendes a passé le cap des 100 € par mois. Certains diront que c'est un petit montant, mais compte tenu de la faible capacité d'investissement du Cube, c'est une première petite victoire que nous voulions partager avec vous. Et d'ailleurs, si vous voulez comprendre comment créer un portefeuille à haut rendement solide, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de la série Un portefeuille presque parfait. En plus, c'est une stratégie qui est parfaitement reproductible pour tout un chacun. Alors, pourquoi s'en priver ? Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu de la sortie d'un nouvel épisode. Et il ne reste plus qu'à nous retrouver dans une autre vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Et j'en ai une bonne. Oh ça y est, c'est le retour des blagues pourries. Tu sais quelle est la différence entre un chirurgien et un financier ? De toute façon, quoi que je dise, tu vas la faire quand même, alors... Tous les deux vivent d'opération. Elle est bonne, non ? Ça aurait mieux marché avec un mathématicien.